J'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Benamer Mustapha. Vous êtes président de la Société algérienne de gériatrie. Je rappelle également que vous êtes spécialiste en médecine interne. Bonsoir. Bonsoir madame, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va tenter, comme je le disais à l'instant, de brasser large Oui. pour évaluer un peu la situation des seniors chez nous. Et puis, qu'est-ce qui a été fait depuis la création de votre société savante. Oui. Il est compliqué de pouvoir travailler sur le sujet des personnes âgées aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore tous les moyens nécessaires pour pouvoir avancer. Alors, avant peut-être de revenir sur tout ça, j'aimerais vous poser une question toute simple. Quel âge a la vieillesse, professeur Benamer? C'est-à-dire si on peut... Il y a des spécificités pour chaque pays. C'est-à-dire si on prend l'OMS, elle nous dit à partir de 65 ans. Il y a actuellement une tendance où on considère la personne âgée à partir de 75 ans. Pourquoi? Parce que les études ont démontré qu'entre 65 et 75 ans, il y a un grand pourcentage de sujets dits auparavant âgés qui se portent en fait compte bien, qui travaillent, qui vaquent à leur occupation quotidienne. Donc c'est pour ça qu'il y a cette barre de 75 ans. Et puis ils nous ont créé depuis un certain moment ce qu'on appelle le 4e et le 5e âge. Pourquoi? Parce qu'il y a une longévité, il y a une espérance de vie qui a été constatée à travers le monde depuis donc la Deuxième Guerre mondiale, du fait donc de l'amélioration des conditions de vie de la plupart des sociétés. Et puis il y a le dynamisme démographique des pays principalement des sous-développés. Donc il y a un changement démographique à travers le monde. Oui, c'est pour cela qu'il y a le 4e et le 5e âge. Oui. Justement, c'est un point très important. La société algérienne de gériatrie existe aujourd'hui, comme je le disais en préambule, depuis 3 ans. Est-ce que cela répond aujourd'hui à un besoin de santé publique, puisque aujourd'hui, les personnes âgées représentent quelque chose comme le quart de la population en Algérie, ce qui est quand même important. C'est-à-dire le quart, je ne crois pas le quart, madame. On parle à peu près de 11 millions. Non, madame. C'est-à-dire le chiffre actuel est de 4,5 millions. D'accord. C'est-à-dire lorsqu'on prend comme référence donc, le travail qui a été fait par l'ONS donc en 2019, ils nous ont donné donc un chiffre de 6,5. C'est un chiffre qui a été donné par l'agence de presse, les 11 millions. Nous avons tenté de rectifier nous nous sommes rapprochés en quelque sorte de l'APS pour leur demander de changer parce que c'est un quart de leur population. Ça n'existe pas à travers le monde une société qui a un quart de sa population. Donc si l'Algérie a un quart, c'est quelque chose d'anormal, madame. C'est pour cela actuellement, même la projection de 2040, nous aurons avec une population qui va arriver à 7,5%. Donc je crois que c'est un chiffre qui a été avancé de 22%, c'est un chiffre énorme. Et je crois qu'il est irréel. Actuellement, le travail que nous avons, c'est celui de 2019, et nous aurons, bien sûr, à partir du premier semestre de 2022, ce qu'on appelle un recensement de la population, et nous aurons donc un chiffre nouveau. Absolument. Voilà. Mais néanmoins, professeur, vous-même, vous avez parlé du changement du schéma de la population en Algérie. On n'est plus dans le schéma pyramidal. Oui, madame, c'est-à-dire ce que nous avons constaté. C'est-à-dire on constate finalement quand même qu'il y a effectivement un vieillissement de la population. C'est-à-dire, toujours lorsqu'on dit un vieillissement, parce qu'on a toujours cette impression, un vieillissement, c'est-à-dire une population vieille, malade, etc. Il y a peut-être comparativement à une situation antécédente. Oui, madame. Voilà. C'est-à-dire parce qu'il y a c'est-à-dire parfois dans le chiffre de 1962 où l'Algérien moyen donc vivait 52 ans, et puis en 2019 l'Algérien vivait en moyenne 78 ans. Donc il y a une évolution qui est appréciable. Il y a beaucoup de facteurs qui ont permis cette évolution. Appréciable dans notre société. Le chiffre donc, que l'ONS nous a donné, c'était un chiffre donc, en moyenne de 4,5 millions d'Algériens donc, âgés de plus de 60 ans. Actuellement, ce que je vous ai dit auparavant, l'enquête que nous sommes en train de mener, c'est-à-dire voir quelle est au niveau de la wilaya d'Alger, bien sûr, quelle est l'emprise des sujets âgés et leur prise en charge. Donc sur le plan pratique, madame, il y a ce changement démographique. Et ce que nous disons, vous avez présenté ce qu'on appelle l'aspect pyramidal. Nous, actuellement, il y a un entame, c'est-à-dire vers ce qu'on appelle un aspect entonneau. Entonneau, où on voit un rétrécissement de la partie basique
du tonneau, vous avez un élargissement au niveau du milieu et un petit peu au sommet. Mais il ne faudrait pas penser que nous allons arriver d'ici 2050 à 2060 comme étant une société vieillie. Non, c'est-à-dire il y a une dynamique sociale. Certes, cette On dynamique parle aujourd'hui quand sociale, même d'1 million de naissances par an. oui, il y avait le c'est ce qui boom. quand même, voilà, Il y avait le absolument. boom. Il y avait le boom de 2017 où il y avait, puisqu'il y avait une certaine, donc la courbe, ce qu'on appelle l'indice de fertilité, donc il y avait une décroissance. Et puis en 2017, il y avait donc une remontée de pour différents facteurs. Il y avait l'évolution, donc ce qu'on appelle le boom, et avec l'indice de fertilité a augmenté. Parce qu'au départ, en 62, on était à 7,3 naissances par femme. Et en 2019, on était à 3,2, je crois, ou 3,5. Donc il y a une évolution de cette société parmi les facteurs qui ont permis. Et puis il y avait la chute de la mortalité. Donc on avait deux facteurs importants, la diminution donc de la mortalité en Algérie et en seconde position l'indice de fertilité qui a aussi diminué, ce qui a permis donc l'éclosion d'une frange de la population. Et aujourd'hui, on parle encore de la baisse de la fécondité ou pas? Oui, madame. Oui. C'est-à-dire, il y a, si on voit les courbes, il y a une certaine stabilité et une certaine chute de cette. Nous aurons, je crois, des chiffres très importants en 2022. Oui. On attend avec impatience les résultats du recensement général de la population algérienne. Vous avez, là, vous venez de parler donc de deux facteurs très importants qui sont la baisse de la fertilité, l'augmentation de l'espérance de vie. Mais à l'occasion justement de la journée de la gériatrie qui était célébrée en octobre dernier, le mois qui vient de passer, vous avez avancé un autre argument aussi qui m'a paru très important, celui du mouvement migratoire des jeunes, qui est aussi qui impacte finalement le paysage démographique du pays. Oui, on a discuté avec des spécialistes qui s'occupent de la démographie de la population en Algérie, principalement au ministère de la Santé. Et c'est un phénomène qui a attiré leur attention et qui attire notre attention. Parce que nous remarquons qu'il y a ce phénomène migratoire de la jeunesse algérienne vers l'étranger et c'est parmi un des facteurs qui, en quelque sorte, va diminuer ce qu'on appelle la force de travail en Algérie et permettre donc l'éclosion d'une fraise et augmenter ce pourcentage de sujets âgés en Algérie. Donc c'est une réalité, madame. Oui, c'est un phénomène quand même inquiétant finalement. Oui, inquiétant, absolument. Madame, bien sûr. Alors, on a parlé un peu de ces facteurs qui expliquent un peu ce changement du paysage démographique, mais aujourd'hui aussi, si on est dans l'urgence, j'ai envie de dire, de penser à la gériatrie ou de penser aux seniors, c'est aussi parce que il y a le type de la famille, j'ai envie de dire, qui est un peu le modèle familial. Voilà, c'est le mot peut-être qui convient le mieux, qui change aujourd'hui. Avant, on était dans un modèle de famille élargie, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans un modèle de famille nucléaire. Les personnes âgées sont appelées de plus en plus à vivre seules, d'où la nécessité justement de cette notion d'autonomie. Oui, il y a un phénomène, vous l'avez bien cité, ce qu'on appelle la famille nucléaire, donc c'est un fait. Mais il y a l'enquête qui a été faite en 2004 par le ministère de la Santé, pilotée par le ministère de la Santé. Ils ont remarqué quelque chose, c'est que presque il n'y a que 2% des sujets âgés qui n'ont pas l'aide familiale. En fin de compte, la prise en charge en Algérie reste toujours familiale, madame, malgré l'éclosion de cette famille de la forme patriarcale vers la forme nucléaire. Oui. Donc, et l'enquête, je crois aussi que nous menons nous, au niveau de la wilaya d'Alger, on est arrivé à 3%. C'est-à-dire que même lorsqu'on a fait la journée académique donc au niveau de l'université de Bouzaréa, on a soulevé ce problème. Actuellement, il y a toujours ce facteur familial qui prend en charge du fait donc de notre culture, de nos habitudes donc culturelles en Algérie. Il y a toujours cette prise en charge familiale. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres phénomènes qui attirent notre attention. L'isolement du sujet âgé, nous avons une frange de sujets âgés qui vivent seuls. Oui. Du fait du départ de leurs enfants, du fait de décès de l'un des conjoints. Donc on a, si vous faites une petite enquête, vous allez voir des bâtiments, des structures, des villas où il n'y a que des personnes qui vivent seules. Oui, absolument, c'est un phénomène qu'on n'observait pas avant. C'est un phénomène qu'on observe et qui augmente au fil des années. Donc c'est un phénomène qui existe chez nous et qu'il faudrait donc bien exploiter et essayer de comprendre
Et surtout, il y a c'est-à-dire lorsqu'on avance dans l'âge, il y a un problème dans la mémoire, ce qu'on appelle l'installation des troubles mentaux, principalement la maladie de l'Alzheimer. Oui. Donc ça nous pose un problème pour ces personnes qui vivent seules, isolées. C'est un problème social, Oui, madame. absolument. Voilà. Ça fait partie justement des missions de la gériatrie. Oui. Alors, on parle de l'augmentation de l'espérance de vie, ce qui veut dire l'augmentation du nombre d'années qu'on vit. Oui. Mais en augmentant le nombre d'années, est-ce qu'on a pensé en même temps, est-ce qu'on est arrivé à ajouter de la qualité aussi à ces années qui ont été ajoutées? C'est ça l'objectif, madame. Oui. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, à partir donc, de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait donc vu le vieillissement des populations qui ont été remarquées principalement dans les pays donc, où il y a un pourcentage élevé de sujets âgés. Il fallait donc faire attention à cette frange de la population. C'est vrai, avec le temps, nous avons des maladies qui s'installent, ce qu'on appelle les maladies de la vieillesse. Vous avez dès le départ soulevé le problème de l'audition, le problème de la vision, le problème de la mobilité, tous ces phénomènes. Le problème cognitif aussi et de mémoire, ce que vous voulez de mémoire, donc c'est une réalité. Donc il fallait agir dès le départ pour lutter contre ce que nous appelons toujours la fragilité chez le sujet âgé et travailler pour assurer toujours cette autonomie et cette dépendance. C'est-à-dire essayer de favoriser l'autonomie chez le sujet âgé et lutter contre la dépendance. Oui. C'est ça les grands credos donc, de la gériatrie. Oui. Alors je vous pose un peu cette question d'ajouter de la qualité de vie justement à ces années qui ont été ajoutées à l'espérance de vie. C'est parce que peut-être qu'en Europe, on parle par exemple de l'installation des maladies métaboliques ou ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, généralement de type diabète ou des maladies de type d'hypertension artérielle. Généralement, ces maladies s'installent à partir de 65 ans, voire 70 ans. Mais chez nous, le phénomène qu'on observe, c'est qu'elles s'installent beaucoup plus tôt. Malheureusement, la moyenne chez nous, c'est peut-être 40 ans, 50 ans, où on commence déjà à avoir des problèmes de santé du type de maladies non transmissibles. C'est les maladies non transmissibles. Il y a le travail qui a avec l'explosion justement du diabète et de l'hypertension. Voilà, le travail qui a été fait piloté par l'INSP, par des sociétés savantes en Algérie qui ont démontré ce qu'on appelle donc ce passage épidémiologique des maladies infectieuses que nous avons vécues donc juste après l'indépendance. Ça c'est dans le monde, voilà, le passage a été observé dans le monde. Voilà. Oui. Et puis vers ce que vous appelez donc ce que tout le monde appelle, madame, les maladies non transmissibles. Chose qu'il faudrait bien préciser, c'est-à-dire c'est l'HTA, le diabète, apparaissent toujours tôt, madame. On sait que le diabète de type 1 apparaît chez le sujet jeune, mais le diabète de type 2 apparaît à partir de la quarantaine. Donc nous avons des diabétiques, l'hypertension artérielle aussi. C'est-à-dire, nous, à 60 à 70 ans, nous avons ce qu'on appelle les complications du diabète et les complications de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire, lorsque l'individu arrive à 60 à 70 ans, il a ce qu'on appelle les complications du diabète, les complications de l'hypertension artérielle, les complications des maladies respiratoires, principalement la bronchopneumopathie chronique. Vous avez les complications de l'insuffisance rénale, où le patient arrive au stade d'insuffisance rénale chronique. Donc, mais chez nous, peut-être que, excusez-moi professeur, peut-être que chez nous, on observe ces maladies peut-être un peu plus tôt par rapport à l'Europe. C'est-à-dire en Algérie, par exemple, la Libye et l'Égypte, on a observé ces dernières années, par exemple, l'explosion de certaines épidémies, comme l'épidémie de l'obésité. Oui, madame. Voilà, c'est pour ça que absolument. Oui, madame. C'est-à-dire, j'allais donc en parler. C'est-à-dire, ce que nous constatons, c'est l'apparition avant l'obésité, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire le syndrome métabolique avec ce qu'on appelle l'obésité abdominale. Où avant c'était un signe de richesse. La personne disait par contre actuellement c'est une maladie. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 70, des auteurs avaient soulevé ce problème de l'obésité abdominale qui est considéré comme étant un lit de l'hypertension artérielle, un lit du diabète, un lit de l'hypercholestérolémie. Donc tous ces facteurs font qu'il y a ce passage épidémiologique vers ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Et actuellement, les sociétés, entre guillemets, modernes, principalement occidentales, mais principalement les pays de la sphère sud, vivent ce problème, ce passage épidémiologique vers les maladies non transmissibles.
Oui. Et arrivé à un certain âge, madame, on vit donc en fait compte les complications. Vous avez donc un patient qui a une insuffisance rénale, qui a une diminution de l'acuité visuelle, qui a des complications vasculaires, parce qu'il y a des problèmes cardiovasculaires. Donc tous ces phénomènes sont des complications de ces maladies dites non transmissibles. Oui. Alors on va revenir un peu à l'essentiel, j'ai envie Oui. de dire. La société de gériatrie, on le dit depuis tout à l'heure, a été créée depuis 3 ans. À l'évidence, vous avez beaucoup de travail, parce qu'on parle des maladies non transmissibles qui risquent de se compliquer avec l'âge. Alors il y a le déclin fonctionnel, mais il y a aussi le déclin cognitif. Aujourd'hui, comment comptez-vous procéder? Qu'est-ce qui a été fait depuis la création justement de Très cette bien, madame. société? C'est-à-dire une société ne peut pas travailler toute seule parce que le problème de la gériatrie n'est pas uniquement médical. C'est-à-dire, on dit toujours, il y a la gériatrie, il y a la gérontologie. Oui. Et la gériatrie fait partie de la gérontologie. C'est-à-dire, si avec le gériatre, il n'y a pas... Parce La gérontologie, c'est la science qui prend en charge... C'est la science qui prend en charge tout. C'est-à-dire, vous avez l'architecte, vous avez le sociologue, vous avez le psychologue, vous avez l'économiste. Toutes ces compétences concourent pour améliorer les conditions de vie et la prise en charge du sujet âgé. Donc la gériatrie s'occupe du côté strictement médical. Lorsqu'on parle de la gériatrie, donc vous avez le médecin et vous avez tout le corps soignant. Lorsqu'on parle du corps soignant, c'est-à-dire le corps paramédical spécialisé, dédié à la prise en charge. Lorsqu'on parle du corps médical, donc vous avez le paramédical lui-même, c'est-à-dire l'infirmier, et vous avez ce qu'on appelle le phénomène, c'est-à-dire l'intérêt de l'aide sociale, à savoir l'auxiliaire de vie, l'aidant et toute personne qui assure le bien-être de ce sujet âgé. Voilà comment. La Société algérienne de gériatrie, elle a été créée donc, après moult années donc, de réflexion pour instaurer la gériatrie en Algérie. Le travail qui a été fait depuis 2019, c'est principalement un travail scientifique par l'organisation des journées scientifiques de réflexion, où il y a toutes les spécialités qui participent. En seconde position, il y avait ce qu'on appelle la revue de gériatrie. Il y avait ce qu'on appelle les flashs qu'on faisait donc régulièrement, tous les 3 mois, et puis le travail qui se fait à travers le Facebook et à travers tous les médias avec une participation active dans les médias. Le deuxième volet, c'est travailler avec toutes les sociétés savantes et travailler avec toute compétence qui s'intéresse à la gériatrie. À l'occasion donc de la journée internationale de la personne âgée, c'est le 1er octobre, et nous avons une autre journée, à savoir le 1er avril. C'est la journée nationale de la personne âgée en Algérie. Donc nous avons 2 événements qu'il faudrait donc chaque fois participer avec donc les associations qui travaillent sur le terrain. Donc c'est un travail conjoint du côté donc médical et du côté donc sociétal avec les autres associations. Oui, on a compris que c'est un travail pluridisciplinaire, mais on le dit depuis tout à l'heure dans cette émission que la gériatrie n'est pas une maladie, mais c'est en fait, quand on parle d'une société, on parle plutôt de prise en charge d'un concept, ce qu'on appelle la fragilité. Et peut-être, pour le prendre en charge, justement, il faudra dépister cette fragilité, il faudrait qu'il y ait des centres de dépistage. On parle aussi de soins généralement de fin de vie, donc des soins palliatifs. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens aussi? Concrètement, on a compris qu'il y avait une réflexion qui est faite depuis plusieurs années, mais concrètement, comment comptez-vous procéder? Concrètement, madame, il y a premièrement le travail qui se fait avec toutes les associations. Est-ce qu'il y a des services, par exemple, qui s'organisent au niveau des hôpitaux? Comment ça se passe? Dites-nous. C'est-à-dire, il y avait ce qu'on appelle les unités de gériatrie qui ont été proposées, donc ça fait déjà 5 ou 6 ans. Donc il y a toujours cette réflexion au niveau du ministère de la Santé. Deuxièmement... Mais qui est à l'arrêt, donc pour le moment, rien n'a été fait dans ce sens. Dire l'arrêt, non, madame. Il y a ce qu'on appelle les tentatives parce que lorsqu'on parle, madame, des unités, parce que classiquement dans un service quelconque, que ce soit de médecine interne ou d'une autre spécialité, vous avez déjà des médecins internistes qui travaillent, qui sont formés
avec une formation bien spécifique. Et lorsqu'on parle des unités de gériatrie, madame, il faudrait faire Vous avez réussi à former déjà des gens dans le domaine de la gériatrie. Vous avez formé combien de personnes en gros? Non, lorsqu'on parle, madame, de la formation doit être académique, madame. Oui. C'est-à-dire ce que vous avez remarqué, il y a des gens qui se présentent, qui veulent faire des formations, mais ce n'est pas des formations académiques. Lorsqu'on dit des formations académiques, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une formation diplômante, délivrée par une structure universitaire connue. La chose la plus bénéfique qui a fait ça, que nous avons remarqué, c'est avec la refonte de l'enseignement médical. À partir de la 6e année, il y aura donc un module de gériatrie. Lorsqu'on dit ça, c'est un acquis. Déjà. Ça, c'est un acquis. Le fait Très déjà important, que la gériatrie soit étudiée par les étudiants de médecine, ce qui n'était pas justement, ce qui n'existait pas auparavant. Oui. Mais on a l'impression quand même que, à part ce point peut-être sur la formation qui est un point positif, on a l'impression quand même qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qui vous bloque? Non, il n'y a pas un blocage, madame. Oui. Il n'y a pas un blocage. C'est-à-dire, si vous voyez ce que les gens font sur le terrain, ils forment ce qu'on appelle les auxiliaires de vie. Oui. Les gens qui forment les aidants. Il y a un travail qui se fait. Il y a des associations qui s'occupent du sujet âgé, c'est-à-dire dans le sens qui le prennent en charge. Ça existe. Il y a dans les structures hospitalières, c'est-à-dire lorsque le sujet est hospitalisé, il est pris en charge. Donc il ne faudrait pas croire que le sujet âgé n'est pas pris en charge. Oui, mais ça a toujours existé, même ça avant. Existe, voilà, ça a toujours existé, même avant la création de la société de gériatrie, même avant qu'on commence à en parler. Voilà, bien sûr. Je veux dire que aujourd'hui, s'il y a une société de gériatrie et qu'il y a une réflexion autour justement de cette notion de fragilité des personnes âgées, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Justement, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, actuellement, c'est créer, après la formation basique, c'est essayer deux objectifs. C'est premièrement créer une spécialité de gériatrie, d'une part, donc ce qu'on appelle une formation académique, et d'autre part, créer ce qu'on appelle un certificat d'études spécialisées en gériatrie. Oui. Donc ce qu'on appelle les deux branches en médecine. Il y a ce qu'on appelle la formation universitaire académique, il y a un travail qui doit se faire pour le certificat des études spécialisées. Oui. Ça, nous sommes en contact régulier avec le ministère de la Santé, parce qu'il est pris en charge par le ministère de la Santé et qui sera accepté après donc par le ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'il y ait la création d'un certificat d'études spécialisées dédié donc à la gériatrie. Donc il y a ce qu'on appelle les deux branches après la formation basique de la graduation. Oui. Voilà. Alors, quels sont aujourd'hui les problèmes de santé pris en charge par la gériatrie? C'est-à-dire, quels sont les problèmes de santé? Quand on parle de gériatrie, on a parlé de prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire vous devez travailler en concert avec d'autres spécialités. Oui, ce n'est pas une spécialité qui doit agir en solo. Quels sont finalement les problèmes de santé qui peuvent être pris en charge une fois que cette spécialité sera créée? C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la médecine, il n'y a pas un médecin qui peut travailler tout seul. C'est-à-dire, la tendance actuelle, à partir des années 90, avec l'évolution de la technicité, on ne peut pas travailler tout seul. N'importe quel, ni le cardiologue, ni les gastro-entérologues, personne ne peut travailler tout seul actuellement. Il y a ce qu'on appelle une interdépendance entre les différentes spécialités. Et c'est ça l'esprit donc de la refonte de l'enseignement médical qui a été donc en Algérie depuis 3 années, c'est essayer de créer cette cohésion et cette interdépendance entre les différentes spécialités. Maintenant, pour un gériatre, quelle est sa fonction principale? Premièrement, madame, si vous avez remarqué un sujet âgé, il y a ce que vous avez soulevé dès le départ, le problème, le dépistage de la fragilité. Oui. Ça, c'est un travail très important. Pourquoi le dépistage de la fragilité? Parce que si on dépiste précocement la fragilité... C'est quoi cette notion déjà de fragilité? Ah, c'est très simple, madame. La fragilité, c'est que l'individu, à partir de la quarantaine, il aura donc ses fonctions importantes qui vont diminuer. Oui. Exemple, un déclin naturel. On a dit toujours, il y a un problème cognitif, vous avez un problème, une diminution
de l'audition, vous avez une diminution donc de la vision, une cataracte. Oui. Vous avez chez la femme, c'est l'ostéoporose, c'est donc la ménopause. Oui. Et qui dit ménopause, il y a ce qu'on appelle une ostéoporose qui va s'installer. Oui. Donc tout ça, ce qu'on appelle un dépistage, donc c'est ça ce qu'on appelle la fragilité. Ça, il y a ce que nous avons appelé, ça fait 3 ans de cela, c'est essayer de créer des unités de dépistage au niveau de chaque structure hospitalière, principalement les cliniques, les polycliniques qui existent, où il y aura donc l'ORL, il y aura l'ophtalmo, il y aura donc le psychologue, il y aura le médecin, dans le but de faire un dépistage précoce de cette fragilité. Ça, ce qu'on appelle la fragilité. Deuxièmement, travailler pour que le sujet âgé garde toujours son autonomie. Lorsqu'on dit garde son autonomie, c'est-à-dire lutter pour qu'il y ait toujours une mobilité de ce sujet âgé. Ce que nous avons toujours appelé la notion de la baraka chez nous en Algérie. Donc chez nous en Algérie, c'est un sujet âgé, il ne faudrait pas le khaller dans un petit coin, il ne faudrait pas qu'il achète, il ne faudrait pas qu'il porte quelque chose. Nous, on dit toujours qu'il faudrait lutter contre cette notion. Il faudrait que le sujet âgé garde toujours ses repères, ses repères sociaux et surtout la mobilité, surtout dans son quotidien. S'il y a toujours le boulanger d'à côté, s'il peut faire ses achats tout seul, c'est ça ce qu'on appelle lutter contre l'isolement et assurer la mobilité et lutter contre la dépendance. Oui, justement, puisque vous parlez de mobilité, parce que je pense que dans les maladies liées justement à l'âge, on parle beaucoup du pronostic fonctionnel, hein, et donc j'ai un chiffre ici où on parle de fragilité osseuse, hein, une fracture peut être handicapante à 50% chez les personnes âgées. On enregistre selon l'OMS une fracture liée à la fragilité toutes les 30 secondes chez les personnes âgées dans le monde. Ça aussi c'est un point très important, hein, dans la question justement de l'autonomie ou chez la personne âgée. Alors les autres maladies chroniques, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi la démence, voilà, Alzheimer aussi. Oui. Donc il y a ce qu'on appelle, c'est pour ça, il y a ce qu'on appelle la consultation mémoire. Oui. La consultation mémoire, juste un petit mot, madame, il y a ce qu'on appelle le dépistage, que nous avons parlé du dépistage précoce, et pour arriver donc à une fracture, on traite d'abord l'ostéoporose et l'ostéopénie. C'est-à-dire ce qu'on appelle un traitement précoce pour diminuer de la fréquence de ces fractures chez les sujets âgés. Deuxièmement, c'est pour ça que nous avons parlé de la gérontologie, c'est travailler pour que dans le quotidien, il y aura pas des obstacles qui entraînent des chutes chez le sujet âgé. Le grand problème chez le sujet âgé, c'est les chutes. Donc il faudrait jouer donc, sur l'architecture, sur la luminosité, sur la clarté que ce soit dans les habitats et dans le quotidien. Oui. Vous avez parlé aussi de consultation mémoire, après vous êtes passé à autre chose. Oui, madame, les consultations mémoire, le but de la consultation mémoire, c'est ça. C'est-à-dire pour ne pas arriver aux troubles, c'est-à-dire poser précocement le diagnostic de troubles cognitifs chez un sujet pour qu'on puisse le prendre précocement et le traiter précocement. Donc tous ces moyens qui sont faits pour lutter contre la fragilité. Tout ça paraît bien beau, hein, dit comme ça, toute cette prise en charge justement pluridisciplinaire, mais vous pensez arriver là quand? C'est-à-dire on va arriver à cette prise en charge justement complète et pluridisciplinaire dans combien d'années? C'est difficile, madame, de répondre, de dire dans combien d'années. Pourquoi? Parce que chacun de nous, que l'éclosion d'une spécialité et la prise en charge d'un sujet âgé, c'est-à-dire c'est une affaire de temps, de connaissances. Mais en moyenne, on ne peut pas avoir une visibilité dans combien de temps? Vous avez déjà commencé à travailler, j'imagine, sur le projet depuis 3 ans maintenant. La concrétisation prendra combien de temps? Oui, madame. Si on prend par exemple les consultations mémoire, ça existe à Alger. Oui. Il y a des structures publiques, il y a des structures privées qui font le dépistage. D'accord. Si on prend par exemple un médecin... Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Oui, à Alger, vous parlez de Blida peut-être? Non, il y a à Alger. Non. À Alger, il y a à l'hôpital Mustafa, il y a à l'hôpital Beblouet, consultation mémoire. Ça existe. Les services de neurologie, ils font ça depuis 6 ou 7 ans. C'est connu, madame, les consultations mémoire. Donc ça existe à Alger. Il y a moi, je sais, en tout cas... ça, c'est les témoignages des personnes, des associations justement d'Alzheimer surtout. Ils parlent
notamment de l'hôpital de Blida, qui a fait énormément de travail sur les maladies et les démences de type Alzheimer, justement. Il parle de Blida parce qu'il y a l'association qui est née à Blida, tout simplement. Non, il y a beaucoup de travail. Le chef de service de Blida a fait énormément de travail. Oui. Alors, il y a aussi un autre problème aussi, qui est peut-être pas lié directement à une maladie, c'est la surmédication, qui est aussi un autre problème aussi. Oui, ce qu'on appelle... Voilà, l'iatrogénie, c'est ça? La polymédication. C'est-à-dire l'OMS nous donne que tout sujet, c'est-à-dire il y a un travail que nous avons fait. Il y a un chiffre aussi, 30% des hospitalisations sont dues à la surmédication. C'est un chiffre dans le monde. Oui, madame. C'est ce qui est énorme. C'est une réalité. Il y a ce qu'on appelle la polymédication chez le sujet âgé. On considère que la personne est polymédiquée. Qui est une problématique à elle seule, finalement. Lorsqu'on prend plus de 4 médicaments. Oui. Et vous avez bien cité les maladies métaboliques nécessitent de nombreuses médications. On prend le diabète, parfois on est obligé de prendre des comprimés et faire l'insuline. Et le diabétique, il a une complication. L'hypertension artérielle, on est obligé de prendre l'hypertension artérielle. Il a toujours beaucoup l'hypercholestérolémie. On est obligé de prendre un médicament, ce qu'on appelle hypocholestérémie. Et puis le grand problème, c'est que ces médicaments entraîne des effets secondaires. Si un sujet âgé prend ce qu'on appelle les anticoagulants, c'est un problème. Il faudrait faire régulièrement l'INR pour lutter contre la chute c'est-à-dire du TP avec un risque hémorragique. Donc c'est une iatrogénie importante. Il y a ce qu'on appelle l'effet des anti-inflammatoires avec l'arthrose qui s'installe. Et on sait que les anti-inflammatoires... Qui ont beaucoup d'effets secondaires. Les grands effets secondaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens, principalement sur la sphère digestive, avec ce qu'on appelle les ulcérations et les hémorragies. Absolument. Et puis le grand problème qui est méconnu beaucoup par nos concitoyens, c'est l'effet rénal des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais ça, c'est pas... vous dites qui est méconnu par le citoyen. Oui. J'ai envie de dire que ça, c'est du ressort du médecin, parce que c'est lui qui va prescrire tous ces médicaments. C'est-à-dire, s'il y a une prévention, la prévention ne se fait pas uniquement au niveau du malade, mais au niveau aussi des professionnels. Les professionnels font leur travail. Absolument. Parfois, on donne beaucoup de médicaments, professeur Benhammer. Alors, avec l'âge, on ne parle pas que de déclin fonctionnel, on parle aussi de déclin psychocognitif et social, une problématique qui a été exaspérée par la Covid, justement. Oui, surtout l'isolement des sujets âgés. Oui, ce que nous avons soulevé depuis longtemps et ce qui a été constaté par de nombreuses enquêtes que j'ai soulevées donc au cours de mon intervention, c'est actuellement l'isolement du sujet âgé. C'est un problème quotidien que nous rencontrons. Les chiffres, nous n'avons pas encore de chiffres officiels, mais c'est un constat. Il y a un chiffre qui touche juste la part des sujets âgés dans l'ensemble des personnes qui ont été touchées par la Covid, qui est à peu près de 24%. 24% de personnes touchées par la Covid sont des personnes âgées, âgées de entre 60 et 70 ans. Avec un taux de mortalité très élevé aussi. C'est un constat, madame. Est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer les répercussions justement de cet isolement dont a souffert cette population? Oui, c'est-à-dire ce que nous avons constaté... Est-ce qu'il y a eu des dépressions? Est-ce qu'il y a eu... madame, c'est ce que nous avons vécu au quotidien. C'est-à-dire lors des hospitalisations, il y a eu des cas en relation avec la Covid où il y a eu des troubles de démence, des troubles psychiatriques, et ça a été déjà rapporté par nos amis psychiatres où il y avait ce trouble et on était obligé parfois de prescrire à nos patients hospitalisés des médicaments entre guillemets psychiatriques pour atténuer de l'effet de ces Covid et ses répercussions sur les troubles comportementaux des patients qui étaient atteints de Covid. Donc c'est une réalité vécue par les médecins au niveau des structures hospitalières, madame. Oui. Alors, nous disions tout à l'heure, en Europe, on parle de maladies chroniques ou de comorbidités en moyenne à partir de 65 à 70 ans. Mais en Algérie, c'est beaucoup plus tôt. 50% des personnes âgées de 60 ans au plus présentent déjà au moins une pathologie chronique en Algérie. Est-ce qu'on peut prévenir ces maladies en faisant de la prévention déjà primaire, c'est-à-dire même chez les sujets qui ne sont pas âgés, pour ne pas en arriver là? Oui, c'est-à-dire en médecine, il y a ce qu'on appelle le dépistage. En seconde position, il y a ce qu'on appelle la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et chaque médecin est formé d'abord pour faire un dépistage précoce. On va citer l'exemple le plus simple. Lorsqu'une personne présente l'émission de sang
Donc, dans les selles, le premier diagnostic où le médecin est formé pour faire un dépistage précoce donc, du cancer du rectum. Lorsqu'une femme sent qu'il y a quelque chose au niveau de son sein, c'est ce qu'on appelle un dépistage. Donc, ici, il y a toute cette campagne, et vous avez vécu la campagne donc, de lutte pour la prévention du cancer du sein, ce qu'on appelle les politiques de soins, de prévention. Donc, toute cette politique, le médecin est formé pour cela, c'est-à-dire faire un dépistage précoce de toute maladie. Est-ce que vous avez cité les exemples des médicaments? Faire toujours essayer donc de sensibiliser le patient sur les méfaits et les effets secondaires des médicaments. Chaque fois, l'exemple le plus typique, c'est la corticothérapie. Toujours, on demande aux patients de diminuer donc, la prise de sel. Pourquoi? Parce que les corticoïdes entraînent une rétention de sel, donc d'où obésité, etc., vergeture, etc. Donc, je crois que ça fait partie du métier du médecin. Donc, il fait, je crois, son travail. Oui. Je suis tentée par vous poser une autre question aussi. Bon, là, on parle un peu du mode de vie, hein, d'une manière générale. Peut-être adopter un mode de vie plus sain en adoptant une alimentation saine et puis de l'activité physique aussi. Mais quelle est la part de la génétique dans la notion de fragilité, justement? La génétique, madame, il y a des maladies qui sont de nature génétique. C'est-à-dire, on cite peut-être pour la maladie d'Alzheimer qu'il y a peut-être un fond génétique. D'abord, il y a les autres maladies. Les autres maladies, on peut citer, par exemple, dans la fragilité osseuse aussi, est-ce qu'on peut parler aussi de génétique? Je ne crois pas, madame. Oui. Peut-être il y a une infime partie de génétique. Il y a ce qu'on appelle les maladies génétiques connues d'origine osseuse. C'est-à-dire, c'est connu, ça. C'est connu, généralement, on les voit chez les sujets jeunes, des formes pédiatriques, mais chez les sujets, donc lorsque vous parlez de la fragilité, il y a des maladies. On cite une des maladies, peut-être les gens ne la connaissent pas, ce qu'on appelle la maladie de Paget, où elle donne, donc il y a une surproduction d'une cellule, ce qu'on appelle la cellule osseuse, qui va donner une fragilité osseuse. C'est des patients qui viennent chez nous avec une fragilité osseuse. Vous avez l'exemple le plus typique, c'est l'ostéoporose. On ne peut pas parler de génétique au cours de l'ostéoporose. Vous voyez, donc il y a des maladies génétiques. Par exemple, chez nous, il y a actuellement ce qu'on appelle en médecine les maladies rares ou les maladies orphelines qui existent et qui sont prises en charge. C'est vrai, il y a un problème parce que c'est très cher. On prend l'exemple le plus typique que les gens commencent à connaître, c'est la maladie de Gaucher. La maladie qui ne sont pas connues et qui ne sont pas complètement prises en charge parce qu'on a des problèmes de dépistage aussi et d'errance diagnostique dans ce type de maladie. Oui, madame. Mais vous savez pourquoi, madame? Parce qu'elle se présente avec des formes. Au départ, il y avait ce qu'on appelle les formes historiques, c'est-à-dire n'importe quel médecin peut poser le diagnostic. Actuellement, les maladies se présentent non pas sur les formes historiques, mais c'est des formes éparses. Quelqu'un qui présente une céphalée, des douleurs au niveau de la tête, et puis on se retrouve devant une maladie vasculaire. Une maladie vasculaire, dite maladie de Horton, chez le sujet âgé. Vous voyez, donc actuellement, c'est la formation du médecin et ce qu'on appelle en médecine le flair clinique. C'est-à-dire le médecin, avec le temps, il va développer ce qu'on appelle le flair clinique. C'est-à-dire à partir d'une céphalée, il va poser une maladie vasculaire. À partir d'un syndrome inflammatoire, il va vous poser un diagnostic d'une inflammation vasculaire. Exemple, la maladie de Takayashi. C'est un exemple. Oui. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. On conclut peut-être en terminant sur la vaccination des personnes âgées, qui est très importante. Pour le moment, les chiffres sont plutôt optimistes. Aujourd'hui, on a enregistré une centaine de cas. Centaines de cas de cas de Covid. De cas de Covid, vaccination anti-Covid, voilà, je n'ai pas précisé peut-être. Alors, pour rappeler juste que le ministre a déclaré justement que 13 millions de doses sont disponibles. On parle aussi de la vaccination éventuellement pour une troisième dose pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi, je pense que nous avons toujours appelé dès l'apparition de la vaccination en juillet 2020. Et puis, lorsqu'en Algérie, nous avons commencé à se faire vacciner, on a toujours adopté cette politique qu'il faudrait faire une vaccination massive de la population. Je crois que nous avons toujours fait appel pour que le corps soignant et l'ensemble de la population se vaccinent
parce que c'est un Là, des là, on parle des moyens. personnes âgées surtout. Hein, Ah oui, je professeur parle Benamar. même, et Oui, même les personnes âgées, oui. parce que ce que nous avons constaté au cours de cette dernière vague, qu'il y avait un phénomène, c'est que les gens n'étaient pas vaccinés, puisqu'on avait débuté la vaccination le mois de février. Et puis on est arrivé En avec fin janvier. cette troisième vague, c'était donc à partir de juillet, août, Oui. c'était une vague meurtrière. Et puis nous avons constaté qu'il y avait un lot qui n'était pas vacciné. Donc c'est pour cela que nous avons toujours fait appel aux personnes âgées, principalement celles qui ont des maladies chroniques. On sait que la vaccination nous protège. Et ce Covid, il a des facteurs de risque, principalement l'obésité, les maladies chroniques, l'âge, l'obésité, le diabète, les complications de l'hypertension artérielle, tout cela Et pour la concourt à troisième la dose, gravité. et pour la troisième Oui, dose, bien sûr, il vaut mieux que cette troisième dose soit donc utilisée principalement les sujets âgés et les sujets fragilisés. oui. Merci beaucoup, professeur Benamar, Merci d'avoir madame répondu à pour mes votre questions. invitation.